va danser. On va voir la danse de gens qui vont entendre de guerre. D'accord, c'est parti. Ça commence. Adieu mon zéli vers l'amour. On m'avait toujours dit que c'est très souvent les samedis. Bravo, c'est vrai que tous les danseurs qui sont passés par ici, vous êtes le premier qui arrive à me surprendre véritablement. Vous avez mis tout le monde en haleine. Bonjour Jean-Soleil Kuete. Merci beaucoup, bonjour Emeran et bonjour à tous ceux qui regardent la meilleure des télés. Comment allez-vous? Je vais bien, bien portant, je suis en forme et je pense que c'est le temps plus important de le dire parce que d'où je sors, hein, il y a des grandes raisons d'avoir de la sueur froide et de la crainte. Alors s'il vous plaît, passez-moi un détecteur de métaux. Je vois si... Ah d'accord, juste pour rire, pour rappeler que Jean-Soleil Kuete a fait une mission spéciale du côté du Grand Nord, notamment pour s'enquérir de la situation. Comment est-ce que les forces de défense camerounaises se comportent sur le terrain relativement à ce qui avait été dit par certains ONG au Cameroun. Alors, vous qui étiez sur le terrain, dites-nous un peu, qu'est-ce qui se passe de ce côté? Eh bien, il faut déjà situer ma mission ou notre mission dans l'extrême nord du Cameroun. C'est une mission qui a été commandée par le ministère de la Défense sur la demande des journalistes qui voulaient investiguer eux-mêmes, toucher du doigt les réalités. Parce que depuis un certain temps, comme vous l'avez si bien évoqué, Amnesty International et d'autres ONG insiste sur des accusations contre notre armée, l'armée camerounaise et contre le gouvernement camerounais. Il était donc important que les journalistes camerounais descendent sur le terrain et touchent du doigt les réalités pour pouvoir rendre compte fidèlement. Donc le colonel Didier Badjek, qui est le chef de la division de la communication au ministère de la Défense, a donc voulu prendre une équipe de journalistes, nous conduire sur le terrain pendant quelques jours et puis nous en revenons avec beaucoup d'informations, bien chargées d'informations pour le public. Alors vous demandiez comment se porte la région de l'extrême nord, peut-être le front, mais il faut déjà dire qu'il y a des postes avancés. Il faut bien dire que sur le front, vous avez des postes avancés et puis vous avez des postes reculés. C'est-à-dire que quand vous arrivez à Maroua, par exemple, qui est le chef-lieu de la région de l'extrême nord, vous trouvez une accalmie, un apaisement. La psychose est même presque déjà partie. Je ne pourrais pas dire complètement, mais on ne se rend pas directement compte qu'on est dans une région de guerre, sauf à voir les éléments du BIR ou des forces de défense circuler dans la cité, ou alors à rencontrer ces chefs militaires qui vous évoquent un peu la situation sur le terrain. Mais sinon, Maroua est sécurisé. C'est la première image que nous avons lorsque nous arrivons dans cette région de guerre. Mais après cela, il faut donc aller dans les postes avancés pour se rendre compte que même si la paix est revenue, dans certaines villes, dans certains points chauds, points névralgiques de cette guerre comme Kolofata, qui est devenue la ville symbole et la ville martyre de cette guerre contre Boko Haram, il y a quand même encore une petite psychose qui reste, une petite psychose qui montre que la guerre n'est pas terminée. Si vous allez plus loin, dans le Mayo Moscota, dans l'arrondissement de Mayo Moscota, qui est dans le département de Mayo de Sanaga, vous vous rendez compte là-bas la tension encore plus élevée parce que Boko Haram, qui a perdu la guerre frontale contre notre armée, procède autrement maintenant, procède à des pièges à la mine. C'est-à-dire que les terrains sont minés par l'ennemi et puis justement ces mines font de nombreux dégâts. Justement après notre départ de Gouzda Vreket, dont je vous parlerai tout à l'heure, de Gouzda Vreket, nous avons appris qu'un camion a sauté sur une mine entre Gouzda Vreket
et Zamga, justement, un itinéraire qu'on aurait dû prendre nous-mêmes, mais grâce au flair de notre guide, le colonel Didier Badjek, nous avons pu éviter cela. Donc, cela dit, vous avez des cités ou alors des points névralgiques qui sont restés névralgiques, comme Gouzda Vreket. Gouzda Vreket, je dois vous dire, il nous a fallu 2 jours pour qu'on parvienne à prononcer ce nom. Gouzda Vreket, je parie que si je vous demande de le répéter. Voilà, Gouzda Vreket. Vous êtes même très fort pour le prononcer aussi rapidement, mais c'est désormais un nom qu'il faut retenir, parce que à Gouzda Vreket, que les soldats américains, camerounais appellent l'enfer, Gouzda Vreket. La guerre là-bas elle est permanente. C'est-à-dire que des postes de Boko Haram ne sont pas loin de cet endroit, et les soldats camerounais vivent constamment les offensives, les tentatives de pénétration de Boko Haram. Il y a toujours des tirs dans cette zone. Et c'était l'une des zones les plus minées de cette partie du Cameroun. Grâce à l'armée camerounaise, on a réussi à déminer, mais l'ennemi continue quand même à tenter de pénétrer, à tenter de surprendre notre armée sur ce front. Donc les soldats là-bas sont toujours aux aguets, et ils nous ont fait savoir que cette zone était pour eux l'enfer. On doit souhaiter la bienvenue? Oui, bien sûr, avec des tirs. Hein, avec des tirs. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Il y a un soldat qui m'a dit, mon cher, quand nous vous voyons, nous sommes très heureux. Pourquoi? Parce que ça fait des mois que nous n'avons pas vu un civil. Les seuls civils que nous voyons ici, c'est Boko Haram. Parce que nous ne les considérons pas comme des hommes en tenue, on les considère comme des civils. Et c'est eux que nous voyons, et ils constituent pour nous une menace constante. J'ai reçu le témoignage également d'un autre soldat, dont je vais taire le nom, qui nous a raconté comment il a échappé belle à une embuscade tendue par Boko Haram. Et il m'a dit, si cette armée Boko Haram était une armée professionnelle, je serais mort. Si ces gars étaient un tant soit peu professionnels, je serais mort. Parce qu'on a tendu une embuscade, et leur voiture a sauté sur une mine, et lui s'est échappé. Et on l'a poursuivi à pied, il a couru sur les montagnes, ainsi de suite. Donc on a tenté de tirer sur lui, ils n'ont pas pu l'atteindre. Grâce à Dieu, il s'en est sorti. Alors, il y a des témoignages comme ça, émérants, qui nous révèlent que véritablement la guerre n'est pas terminée, même si l'armée camerounaise ne fait qu'enregistrer des succès et encore des succès. Alors, Jean-Soleil Kouété, je rappelle que vous êtes le directeur régional du Centre pour ABK Télévision, et vous avez effectué cette mission du côté du Grand Nord. Vous n'étiez pas seul avec plusieurs journalistes. On va rappeler que cette mission était relative au récent rapport des ONG, notamment pour peut-être jeter le karma sur les forces de défense camerounaises. Quelle est votre lecture, vous qui avez été sur le terrain au retour? Ma première lecture, c'est qu'il y a forcément de l'ironie, sinon du mensonge dans certaines allégations de ces organisations internationales pour ce que nous avons vu. Premièrement, vous savez, on traite notre armée d'inefficace ou de manque de professionnalisme. Mais moi, j'ai vu une armée camerounaise, et je ne suis pas le seul à le dire ou à l'avoir vu. Interrogez les journalistes qui étaient avec nous, ils vont vous dire la même chose. Nous n'avons pas été contraints. On ne travaillait pas sous la contrainte de l'armée. Nous avons été conduits certes sur le terrain, mais libérés par la suite. On a fait nos investigations, on a touché du doigt, on a interrogé les gens, comme celui que vous voyez là sur le petit écran, c'est le sous-préfet du Mayo au Moscota. Et il y a d'autres civils que nous avons rencontrés. Alors, tous sont unanimes sur le fait que l'armée camerounaise fait un travail formidable. Et c'est une armée professionnelle, pourquoi? C'est-à-dire, on reconnaît le professionnalisme d'une armée non seulement par la qualité des interventions, c'est-à-dire que sur le plan technique et stratégique, mais le management. Ce qui peut sauter à l'œil d'un visiteur comme nous ou bien d'un passant comme nous, c'est d'abord le management, la façon dont l'armée est managée. Vous entrez à l'intérieur des troupes, vous allez sur le terrain. Tous les rapports concordent pour dire que c'est une armée bien managée, les soldats sont bien contrôlés.
Les soldats sont bien dirigés, les soldats sont bien équipés, ils ont tous les moyens qu'il faut. On a vérifié, on a vu, aucun soldat, vous savez, quand un soldat a faim sur le front, il suffit de venir de Yaoundé pour qu'il se rapproche de vous et qu'il vous dise que, écoutez, c'est fort ici, hein, on n'a pas mangé depuis. Vous n'avez pas eu de tels rapports comme ça? On n'a pas reçu de telles informations venant des soldats qui donnait plutôt l'impression que même si aujourd'hui on coupait les vivres, ils allaient continuer à se battre pour le pays et à mourir pour la patrie. C'est une armée engagée, professionnelle, efficace. Et je vous parlais du management, je voudrais mettre un accent sur un homme, l'homme qui dirige cette guerre, le général de brigade Djonkep Frédéric, qui est le commandant de la région militaire interarmée numéro 4. C'est le manager de cette guerre. Alors, nous avons eu un entretien de près d'une heure avant d'aller sur le front et près de 2 heures après avec cet homme. Nous avons simplement été impressionnés par la maîtrise de son sujet. Cet homme démontre une certaine maîtrise du sujet, tel qu'on se demanderait si véritablement à la tête d'une armée comme celle-là, on pouvait se permettre de certains échecs. Mais là, on comprend pourquoi on réussit quand on a à la tête des hommes comme ce monsieur que vous allez suivre, hein, si la régie peut permettre. Vous allez suivre comment le général de brigade Djonkep explique la fonctionnalité de Boko Haram, les moyens dont dispose Boko Haram, qui se présente comme une véritable armée, même si elle n'a pas les mêmes moyens que les armées modernes. Donc, c'est une armée solide, c'est une armée solide. Peut-être on va regarder cet élément. Tout à fait. Si c'est prêt, on va suivre le général de brigade Djonkep Frédéric. Donc, c'est une armée professionnelle. Alors, la question que je me pose, Jean-Soleil Kuete, parce que il y a un militaire qui aurait fait un témoignage sur lequel, si par exemple, ces Boko Haram étaient professionnels, ils seraient morts. Cela voudrait dire que Boko Haram fait montre d'un manque de professionnalisme. Évidemment, c'est une guérilla. Qu'est-ce qui empêche donc l'éradication complète de Boko Haram? Il y a un sérieux problème. La complexité de cette guerre, c'est que l'ennemi se trouve dans le terrain du voisin, le Nigeria, et il faut parfois aller le chercher là-bas. Et notre difficulté, c'est que l'ennemi connaît le terrain. Boko Haram, c'est une secte. Eux, leur guerre est fondée sur une idéologie. Et pendant des années, de nombreuses années, avant même que le Cameroun ne déclenche cette guerre contre Boko Haram, ce territoire était fréquenté par les membres de Boko Haram qui venaient du Nigeria pour se ravitailler dans la région de l'extrême nord. Donc ils connaissent toutes les pistes de ce territoire-là. Et ils y venaient, par exemple à Kolofata, parce que c'était un centre commercial, Amchide, Kolofata, ils y venaient justement pour se ravitailler afin de mener leur guerre au Nigeria. Et vous voyez très bien que la guerre commence au Cameroun, effectivement, lorsque Boko Haram commence à perpétrer des actes de vandalisme, des actes de terrorisme sur des touristes. Vous vous souvenez de l'enlèvement des 7 touristes français. Oui. Et avant cela, Boko Haram avait déjà fait montre. On peut regarder l'élément. Tout à fait. D'accord, merci. On regarde l'élément peut-être avant de poursuivre cette argumentation. Merci. Pourvoyeur logistique. Il y a plusieurs métiers dans BH et qui sont des métiers de combat. Je souhaiterais que vous compreniez, ce n'est pas un truc, c'est pas un bloc, c'est pas monolithique. Donc, leur valeur au combat dépend justement de l'intégration de ces capacités-là. Des capacités logistiques, tout comme une armée, des capacités de renseignement, tout comme une armée, des capacités d'attrition, c'est-à-dire ayant des forces capables de porter un coup, tout comme une armée, mais ils ont aussi des unités spéciales. Parce que, qu'est-ce qu'un kamikaze qu'une unité spéciale? Qu'est-ce qu'un poseur d'engins explosifs? C'est des forces qu'on peut qualifier de spéciales, entre guillemets. Je souhaiterais que vous gardiez cette armature et cette structure de Boko Haram en ce qui concerne son ordre de bataille, comme on dit dans l'armée. Boko Haram a un ordre de bataille qu'il faut bien cerner pour pouvoir comprendre après ce que je veux vous dire, que nous agissons en combinant l'action militaire
mais aussi des actions militaires d'influence dans la profondeur de Boko Haram. Question d'arriver à désarmer moralement les Boko Haram. Parce qu'ils ont des ressorts idéologiques, ils ont des ressorts financiers sur lesquels nous pouvons agir en multiplication des actions sur leurs ressources matérielles, c'est-à-dire armes, positions de combat et autres. Ça veut dire que les repentis, c'est quelque chose que nous attendions depuis. Ce n'est pas un phénomène, ce n'est pas un scoop. Ce n'est pas un scoop. L'enjeu était de pouvoir... Le général de brigade Djonkep Frédéric, qui explique un peu la complexité, la structuration de cette armée Boko Haram. Vous avez bien compris que ce n'est pas un morceau facile à mordre. C'est une guérilla, c'est une secte qui est fondée sur des convictions idéologiques. C'est une secte qui a eu le temps de pénétrer le terrain camerounais avant même de déclencher les hostilités. C'est une secte qui a des infiltrations à l'intérieur de la population camerounaise. C'est-à-dire que Boko Haram, avant la guerre, venait souvent à Kolofata. Les membres Boko Haram venaient à Kolofata faire des achats dont ils ont des commerçants avec qui ils sont en connexion tout le temps. Et il y en a même des indices qui leur donnent des informations. Je voudrais saluer la population de Kolofata qui a contribué à éradiquer l'insécurité dans cette ville-là. Parce que selon ce que nous a dit le général sur place, ces populations ont permis à l'armée camerounaise de pouvoir vaincre Boko Haram en transmettant des informations bonnes et au bon moment, en mettant sur place des comités de vigilance qui contribuent à orienter l'armée et surtout à détecter des intrus dans les populations et à les dévoiler très rapidement. Ça a permis à l'armée de faire le travail qu'il a fait. Je pense que jusqu'ici, nous reporters, nous sommes rentrés de ce terrain satisfait d'avoir touché du doigt la réalité. Et le public de ABK Télévision aura le privilège de regarder les détails de cette émission dans l'édition prochaine de Mission Spéciale. Ce sera mardi prochain à partir de 21h. On rappelle que c'est un rendez-vous avec vous, Jean-Soleil. Bien entendu, avec moi et toute mon équipe. Je veux dire merci à Alex Ivan Tadoum, qui était le caméraman dans cette émission, qui a pour moi été un vrai soldat engagé, courageux. Je voudrais également dire merci au colonel Didier Badjek, chef de la division de la communication au ministère de la Défense, qui a suivi notre besoin et a obtenu de sa hiérarchie que nous puissions y aller, parce qu'en réalité aucun organe de presse au Cameroun ne peut se permettre, vu les moyens, de mener une mission sur ce terrain-là. Il faut des moyens costauds pour pouvoir arriver sur tous ces fronts, tellement c'est compliqué, le terrain est difficile, et puis les points sont éloignés les uns des autres. Alors nous avons prié le ciel pour que vous rentriez sains et saufs. C'est vrai ça? Oui, et vous êtes rentrés. Tout à fait. Vous avez prié le ciel pour que vous rentriez sains et saufs, et vous êtes là, nous sommes très contents. C'était en quelle langue? En toutes les langues, de toutes les façons. Vous ne parlez pas en langue? On prie en langue, et puis c'est toutes les langues à la fin. Jean-Soleil, merci beaucoup. Pour sortir, vous avez mangé quoi sur le terrain? Quelle nourriture que vous avez? Ça, c'est pour sortir. Alors, il y a une sorte de repas froid qu'on donne aux soldats sur le terrain. C'est dans un carton. À quel nom? Il n'y a pas de nom, donc c'est des sardines, macaroni mélangés dans ce sont des boîtes de conserve, des biscuits. Voilà ce que nous mangeons tous les jours quand on allait sur le terrain. Chacun avait sa dotation, donc il fallait bien gérer, parce que si vous gérez mal, vous devez faire recours au voisin qui pourrait avoir déjà fini son repas. Mais c'était bien, on mangeait comme des soldats. Et on se comportait comme des soldats, et surtout la rigueur.
La rigueur. Je disais, c'était un voyage de presse, mais moi, j'ai de l'appétit maintenant pour y aller véritablement pour un voyage de reportage, peut-être même pour 10 jours. Je demanderai la permission au directeur général d'ABK de mettre les moyens pour que nous repartions là-bas, cette fois-ci à ABK Télévision, parce que vous savez, dans un voyage de presse, on n'a pas tout le temps qu'on veut, parce qu'on n'est pas seul. On est en groupe. Lorsque vous descendez de l'hélicoptère, on vous dit vous avez 10 minutes ici sur ce terrain et c'est 10 minutes. D'accord. Et les militaires respectent leur temps. Nous allons prier pour que vous repartiez. Et pour que je revienne aussi. Aussi, ça et sauf. Merci beaucoup d'être passé Merci. ce matin. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Moi aussi. Jeudi. Je voudrais vous féliciter pour le travail que vous faites ici. Toute l'équipe de Yaoundé et de Douala. Nous, à Yaoundé, nous vous suivons de près et nous prions pour vous aussi parce que nous savons que ce n'est pas facile. Et je voudrais également saluer tous mes collaborateurs qui sont restés à la direction régionale Centre-Sud-Est à Yaoundé et leur dire que je suis à Douala et puis je retournerai très bientôt. Saluer aussi tous ceux qui nous regardent dans toutes les parties de Yaoundé, dans tous les quartiers de Yaoundé. Merci beaucoup, merci à toute cette charmante équipe. Je vous salue tous. Je suis très heureux d'être dans vos murs, dans ce studio. Alors, je pense que pour vous accompagner, c'est la même chanson. Vous allez danser sur cette chanson pour attention, attention, danse pas de fou. Oui, pour rentrer. Et ça sera la même chanson peut-être pour Liliane Foguin. Mon père me disait toujours, jeune garçon, évite de danser sans cavalière. Donc il faut toujours danser avec une cavalière. Bon, il y a une cavalière qui vous attend de l'autre côté. Si là. je n'en ai pas, je ne danserai pas. Il y a une cavalière qui vous attend de l'autre côté. Elle va vous accueillir. Si je n'en ai pas, je ne danserai pas. Donc.